partie des meilleures économies mondiales sont africaines avec un taux de croissance supérieur à 6%. Pour autant, cette croissance n'est pas partagée par le plus grand nombre, car malgré l'émergence d'une classe moyenne, la pauvreté ne recule pas, faute de réformes structurelles. Roland Portela, bonjour. Bonjour, Denise Poté. Quelles sont les réformes que les États doivent conduire pour rendre la croissance pérenne, mais surtout mieux partagée? Ce sont des réformes bien évidemment structurelles en termes d'organisation de l'économie, d'organisation des filières, parce que nous avons un raisonnement très souvent qui est trop macroéconomique. Et du coup, les politiques publiques que nous menons en Afrique n'arrivent pas vers la base. C'est-à-dire que toutes les dynamiques internes et endogènes n'arrivent pas à émerger parce qu'il y a un décalage entre les prévisions macroéconomiques et puis ce dynamisme endogène des acteurs, de la société civile, des entrepreneurs, des communautés locales, etc. Donc, mais alors pourquoi ne pas les conduire, ces réformes, puisque ça fait 15 ans qu'on fait ce constat-là? Oui, les réformes structurelles sont en train de se faire depuis une vingtaine d'années et elles marchent, elles commencent à marcher, elles commencent à porter leurs fruits. C'est simplement que, en fait, dans les politiques de diversification, on a pris du temps. On a pris trop de temps et en fait, on n'a pas su calculer le gap qu'il fallait entre la première mise en phase des réformes structurelles et puis les attentes des populations, les attentes des... Qui sont légitimes. Qui sont tout à fait légitimes. Et puis, on a passé du temps avec des concepts très souvent que les dirigeants politiques africains eux-mêmes ne comprennent pas, parce que ce sont des concepts qu'on leur vend, des concepts qui sont plus ou moins par moments extravertis, et donc qui n'impliquent pas les populations, les dynamiques endogènes à la base. Et c'est ce qu'il faut faire, cette alliance-là entre politique macroéconomique, réforme structurelle et tout ce qui est endogène en termes de valorisation des potentiels. Alors, la Banque africaine de développement a lancé en novembre 2016, si je ne m'abuse, un projet Boost Africa pour accompagner les start-up et les petites et moyennes entreprises avec un budget de 150 millions de dollars. Oui. Est-ce suffisant? Pas du tout. C'est déjà bien que le président de la BAD ait eu cette initiative-là. Ça veut dire que justement, il a compris, c'est ce que je disais tout à l'heure, tantôt, que les acteurs de base, il faut aussi leur donner des écosystèmes pour qu'ils puissent monter en gamme. C'est simplement que les besoins sont énormes. Quand on voit tous ces jeunes qui sont au chômage et les taux de pauvreté qui sont toujours assez persistants dans certains pays, malgré justement des bons chiffres en termes de croissance du PIB, ce qui veut dire que ce qu'ils ont fait dans Boost Africa ne peut être qu'un instrument de levier. Le but, c'est de savoir comment ça peut marcher quand on prend un petit écosystème, une centaine, 200, 300 entrepreneurs innovants, et ce que peuvent faire maintenant les plus grands fonds d'investissement qui vont arriver et puis qui vont reprendre cet écosystème-là pour mettre maintenant des moyens beaucoup plus conséquents. Parce qu'en fait, ce qu'il aurait fallu, c'est un minimum de 2 à 3 milliards de dollars, quoi. On a toujours présenté le partenariat public-privé comme une solution magique pour rendre les économies africaines plus performantes. C'était donc un leurre? Non, ce n'est pas un leurre, c'est ce qu'il faut dans beaucoup de domaines. On l'a vu dans le domaine de la production énergétique, dans des infrastructures, mais maintenant aussi dans tout ce qu'on appelle... En matière de développement énergétique, les résultats se font attendre. Oui, les résultats se font attendre peut-être parce qu'on a mis en place des systèmes qui sont trop macro. Alors qu'aujourd'hui, vous avez des innovations en termes de systèmes de production énergétique qui vont directement à la base, c'est-à-dire où on peut donner accès en fait, aux populations avec de nouveaux systèmes technologiques, des nouveaux systèmes d'infrastructures énergétiques. Mais tous ces innovateurs-là, par exemple, ne sont pas pris en compte dans les politiques publiques énergétiques. Parce qu'il y a un manque de communication entre ces deux parties prenantes-là. Alors, le NEPAD a été une des solutions proposées, mais on attend toujours de voir les résultats. Mais le NEPAD était en fonction de quoi? Le NEPAD est en fait se figeait sur l'appel à des financements extérieurs. Comment voulez-vous vous développer si vous n'avez que comme prisme ou bien comme paradigme l'attractivité des financements par l'international? Il faut faire les deux. Donc du coup, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est que bon, il y a eu ce Népal et d'autres programmes, mais les populations, les acteurs locaux ne se sentent pas concernés. Donc même en termes de politique institutionnelle, ça ne peut pas marcher. Donc il faut renverser, en tout cas le paradigme, de voir quels sont les tissus locaux, industriels, tous les potentiels, et faire avec la base, et ensuite monter en gamme en termes de politique macroéconomique, mais pas l'inverse. Que pensez-vous du projet de Jean-Louis Borloo, Énergie Afrique?
Ben, je ne sais pas ce que ça donne aujourd'hui, puisque les résultats, je ne sais pas. Je sais qu'aujourd'hui, Jean-Louis Borloo, dont je salue l'initiative, mais il dit qu'il a terminé. Quelles en sont les conclusions? Je ne sais pas. Il y a une nouvelle initiative sur les énergies vertes. Il a dit que, bon, en fait, que toute la dynamique que lui, il avait organisée aujourd'hui se trouve dans le creuset des énergies vertes, l'initiative africaine pour les énergies vertes. Là, il y a un programme qu'on a défini d'à peu près 10 milliards de dollars, mais c'est insuffisant pour déployer, en tout cas, les systèmes d'énergie verte en Afrique. Alors, au minimum, il faut une enveloppe de 50 à 60 milliards de dollars pour commencer à impacter. Alors, il y a malgré tout 2 économies en Afrique qui sont citées en exemple, hein, qui sont présentées comme des économies performantes. C'est celle du Maroc et de l'Afrique du Sud. Qu'est-ce qui fait leur différence? L'Afrique du Sud a quand même beaucoup de problèmes. L'Afrique du Sud... elle a toujours été présentée comme la locomotive du continent sur le plan économique. C'est normal parce que c'est le premier pays industriel au niveau de l'Afrique. Alors eux aussi, ils ont des problèmes actuellement, problématiques énergétiques, des problématiques aussi en termes de capital humain, et puis une grogne sociale qui ne fait qu'augmenter. Le Maroc, oui, parce qu'il y a eu une politique volontariste de la part du roi, qui a eu une vision C'est ce qui manque aux autres États? C'est ce qui manque. C'est ce qui manque. La volonté politique. La volonté politique, mais je veux dire, même quand on a la volonté politique, la problématique, c'est de faire de son État un État stratège. Donc, qui arrive à définir de bonnes politiques publiques et puis surtout, qui arrive à travailler avec les différentes parties prenantes, acteurs sociaux, entrepreneurs. Par exemple, je vous donne un exemple, il est rare de voir dans des voyages qu'effectuent par exemple des présidents de la République, il est rare de voir, ils vont choisir quelques hommes d'affaires, mais qui pour moi en général sont plutôt des affairistes, mais ceux qui créent de la valeur, etc., qui ont besoin de créer des partenariats avec des pays comme Singapour, la Malaisie, la Chine, le Japon, etc., on ne les voit pas dans les voyages officiels. Donc c'est pour ça que vous avez aussi un rôle très important, les médias, pour mettre la lumière sur ces scientifiques, ces entrepreneurs qui innovent, qui ont des brevets et qui veulent aller de l'avant et qui n'ont pas assez d'écosystème pour pouvoir monter en gamme. Et comment expliquez-vous l'échec des zones industrielles spéciales qui avaient été lancées et dont l'objectif était de faire émerger justement un tissu industriel? C'est parce que tout simplement c'est le contenu. C'est-à-dire qu'on prend des territoires, on dit on va créer des zones industrielles, venez vous installer. Des zones franches, comme on les appelait. Des zones franches, voilà, des zones franches parce qu'il y a des incitations fiscales, etc., des allègements fiscaux. Mais le problème qui se pose, c'est qu'il n'y a pas assez de contenu en termes de savoir-faire, en termes de production industrielle. Et c'est ça l'avenir. Nous militons pour cela, c'est-à-dire pour dire que ces écosystèmes-là doivent permettre à tout un chacun de pouvoir évoluer, de pouvoir produire. Alors si vous faites des zones industrielles pour que des grands groupes arrivent, etc., et qu'il n'y a pas assez de tissus de PME et d'innovateurs et de centres de recherche, in fine, vous allez vous rendre compte que 5-10 ans après, ces zones industrielles-là n'apportent finalement rien en termes de valeur ajoutée et de création de richesse. C'est le manque de compétences? Ce n'est pas le manque de compétences, c'est-à-dire qu'il y a des ressources, c'est une problématique, oui, de compétences en termes d'organisation et de structuration. C'est ce qui manque. Parce que les ressources humaines sont là. Ouais. Les entrepreneurs pas toujours, puisqu'on trouve qu'on prétend quand même que la formation chez les jeunes, il y a une carence chez les jeunes Africains aujourd'hui. Alors, il y a une carence, ça dépend. Il n'y a toujours pas de logique entre l'adéquation, formation, emploi. C'est la sempiternelle, c'est une problématique qui existe depuis une vingtaine d'années, mais qu'on essaie de résoudre, puisqu'aujourd'hui, il y a, je veux dire, en Afrique, on peut compter à peu près une cinquantaine de programmes qui essayent de résoudre cette problématique d'adéquation, formation et offre de services ou d'emploi. Donc il y a des dans les métiers dont l'Afrique a besoin aujourd'hui. Dans les métiers dont l'Afrique a besoin, et évidemment... Des métiers techniques. Ce sont des métiers techniques, parce que vous avez par exemple, dans certains secteurs, il y a une problématique pour avoir ce que j'estime être du basique, c'est-à-dire des mécaniciens. En mécanique industrielle, en électromécanique, en plomberie, en chaudronnerie, en tuyauterie. Là, par exemple, je suis en train de suivre un programme où des jeunes issus de la diaspora vont mettre en place en Afrique, dans 4 pays africains, des centres de formation sur les métiers de plomberie, de froid, de mécanique et de tuyauterie et de chaudronnerie, parce que les industriels vraiment en demandent de plus en plus. Alors, ce qui caractérise également le continent, c'est la part, le pourcentage du travail informel, près de 70% dans certains pays. Oui, heureusement qu'il existe. Alors souvent, il y a des paradigmes où on dit oui, il faut lutter contre le secteur informel. Je pense que non, il ne faut pas lutter contre le secteur informel. Mais il faut le réduire. Il faut peut-être le réduire, mais il faut le réduire de manière intelligente. Si on a le temps, je vous donne un exemple concret où on a vu par exemple des entrepreneurs
qui ont pu, grâce au réseau informel, avoir des capitaux. Et quand on dit cela à des banques, on dit que voilà, par exemple, au niveau des tantines, au niveau de certaines communautés, il y a de l'argent, il y a des liquidités. Pourquoi vous ne transformez pas ça en capital de proximité qui peut justement se transférer pour financer des PME, même des PME innovantes? Donc c'est un travail de structuration qu'il faut faire. Et puis si on veut que certains acteurs qui sont dans l'informel puissent arriver au formel, il faut leur donner une deadline. Il faut leur donner une deadline pour qu'ils puissent se mettre à jour, pour qu'ils puissent se mettre à niveau, etc. Et le secteur informel, bien évidemment, concerne aussi bien les petites structures que par moments aussi des grandes structures qui ne sont pas visibles. Il y a ce qu'on appelle des nomades entrepreneurs qui sont justement dans l'informel, mais qui arrivent à faire vivre leur famille, qui arrivent à faire vivre leur village, leur communauté. Donc, c'est au pouvoir public de trouver le bon système avec les cultures locales pour qu'il y ait une transition ou une transformation vers les activités formelles. Alors, ce qu'on voit aussi également de plus en plus sur le continent, pour parer au déficit de l'État, des États, c'est l'apparition de philanthropes qui financent justement la formation des jeunes. Je pense notamment à la fondation du milliardaire nigérian Tony Elumelu, pardon, c'est ça, oui, tout à fait. Qui a décidé de former d'ici 2024 oui, 10 000 jeunes. Oui. C'est une des solutions aussi pour... Ah oui, c'est ce qu'il faut vraiment l'encourager. Bien évidemment, il peut y avoir une critique parce qu'il y a des gens qui peuvent vous dire oui, c'est du marketing pour ses propres affaires, etc. Non, je pense que... Ce qui compte, c'est le résultat. Ce qui compte, c'est le résultat. Donc, je crois qu'il est né là la troisième ou la quatrième année, la troisième année. Il en faudrait d'autres. Et d'autres aussi sont en train de se structurer. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a à peu près une dizaine de grands milliardaires sur le continent africain. Essentiellement nigérians. Oui, il y a des Nigérians. Il y en a en Afrique du Sud, il y en a en Égypte, il y a aussi au Soudan. Ça commence à arriver. Au Cameroun, il y a 2 milliardaires qui ont aussi cet objectif-là. Donc je pense que c'est ce qu'il faut, il faut vraiment le réaliser. Pour suppléer aux carences de l'État. Pour suppléer aux carences de l'État et pour faire des propositions aussi à l'État, pour savoir aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait du ministère de l'Emploi, du ministère du Travail, qui très souvent eux-mêmes, ces départements n'ont pas assez de moyens, n'ont pas de vision à long terme, parce que quand vous interrogez un ministre de l'Emploi, et si vous posez la question de savoir quelles sont les formations que tu souhaites créer, ou bien quelle est ta vision sur le marché du travail dans les 5-10 ans à venir, ils ne pourront pas vous répondre, parce qu'il n'y a pas assez de prospective. Et justement, le rôle des think tanks, des do tanks, c'est justement de leur donner ces grilles de lecture-là pour qu'ils puissent avoir une visibilité à moyen et à long terme sur les perspectives d'emploi et surtout ce que les secteurs industriels, par exemple, va pouvoir absorber en termes d'emploi des jeunes. Roland Portela, merci. Merci, Madame Epoté.